Polysécure, épisode spécial. Je suis accompagné de Gabriel. Bonjour. Comment vas-tu? Ça va bien et toi? Très bien aussi. Cette fois-ci, on va aborder un sujet un peu différent de la dernière fois. La dernière fois, on était plus dans le pentest. Là, on va être plus dans le côté de l'accompagnement que les gens en cyber doivent faire en entreprise. C'est un élément très important parce que je pense qu'on ne le fait pas assez ou on le fait mal dans certains cas, tout dépendant comment on va aborder ça. C'est un point qui est valide autant pour la grande entreprise que pour la PME. Puis d'ailleurs, la PME devrait se prévaloir de ce type de choses-là. Fait que je vais te laisser commencer avec le sujet, puis je vais rajouter mon grain de sel tout le long. Super. Déjà, je dirais que c'est un sujet important pour les entreprises parce que souvent les entreprises gèrent des informations sensibles, donc des données clients, des données financières, des fois il y a même des secrets commerciaux et aussi des données personnelles des employés. Et donc, on peut forcément imaginer qu'une faille de sécurité, ça peut entraîner la perte ou la compromission de ces données. Et donc ça pourrait avoir des conséquences graves, non seulement sur la réputation d'une entreprise, mais aussi sur sa conformité par rapport aux réglementations sur tout ce qui est protection des données. Et puis aussi, c'est un sujet important parce que c'est aussi que pour que les entreprises puissent en fin de compte, prévenir tout ce qui est perturbation opérationnelle, parce que, par exemple, en cas d'attaque de déni de service, ça peut entraîner aussi une perte de productivité et on imagine aussi que les temps d'arrêt, ça reste quelque chose de coûteux et ça fait comme donc une grosse perte de revenus. C'est aussi une question de préserver la réputation également, parce que tout ce qui est atteinte à la sécurité, ça endommage la réputation d'une entreprise. Et donc, forcément, quand on perd un peu en réputation, on perd la confiance de ses clients, on perd la confiance des partenaires commerciaux, des investisseurs, ce qu'on peut imaginer qui est lié à ça. Et puis aussi, il y a de nombreuses entreprises qui sont soumises à des réglementations strictes pour tout ce qui est cyber. Donc, avoir un accompagnement en cyber, ça peut aider l'entreprise à respecter ces réglementations et ça peut éviter des désagréments si ces réglementations sont pas respectées. Et en fait aussi, l'investissement initial en cybersécurité, c'est un coût élevé, mais c'est généralement moins cher que des coûts qui seraient potentiellement associés à tout ce qui serait remédiation après une faille de sécurité. Donc, en fait, une cybersécurité qui est bien gérée, ça évite des pertes financières qui seraient liées par exemple à de la fraude ou à des attaques cyber. Et puis voilà, donc ça permet vraiment à l'entreprise de prendre des décisions qui sont éclairées parce que ça lui permet d'identifier, ça lui permet d'évaluer et d'atténuer des risques qui seraient liés à la sécurité informatique. Je vais rajouter là-dessus, effectivement, les pénalités financières associées à ça sont significatives et très importantes à tenir en compte, et d'où l'importance de la cyber. Et depuis quelques années en Europe et de tout récemment au Québec, il y a des lois qui viennent ajouter une pénalité financière supplémentaire lors d'incidents où on pourrait qualifier un peu de négligence par rapport au respect des lois qui sont en vigueur. Donc, ça rajoute une couche supplémentaire de pertes financières, donc d'éléments importants à tenir en compte par rapport à ça. Oui, exactement. Et aussi, c'est un sujet, justement, on parlait des PME tout à l'heure, c'est un sujet important parce que les PME vont aussi collecter des données sensibles. Et donc, les cybercriminels vont pas cibler seulement les grandes entreprises. Et donc, les PME seront des cibles aussi parfois plus faciles parce qu'elles peuvent avoir des ressources limitées en cybersécurité et donc elles seront plus susceptibles d'être victimes d'attaques comme le ransomware ou du phishing ou des vols de données. Et donc là, par contre, l'impact financier va être vraiment plus dévastateur parce que pour tout ce qui est coûts associés à la remédiation, et puis toutes les amendes éventuelles, et ça peut entraîner une entreprise à fermer ses portes, une PME à fermer ses portes. Et donc, ça peut vraiment aussi nuire gravement à la réputation d'une PME et à la confiance des clients. Et puis, ça peut être difficile de regagner ça après une violation de sécurité. Donc, avoir une cybersécurité robuste, c'est sûr que ça renforce la crédibilité et puis ça démontre aussi un engagement au niveau de ses clients. Donc, en fin de compte, et puis même au niveau des partenariats commerciaux, évidemment. Mais c'est vrai que donc les PME, elles ont souvent des ressources limitées, autant au niveau du personnel que du budget. Donc, en fait, il y a peut-être plusieurs pistes pour savoir comment elles peuvent bénéficier de solutions de cybersécurité qui seraient adaptées à leur taille et à leurs besoins.
et puis aussi d'un accompagnement pour maximiser l'efficacité de leurs investissements. Récemment, justement, moi j'ai partagé des posts à ce sujet sur LinkedIn avec des ressources et donc il y avait des liens vers des formations, il y avait des liens vers des programmes, il y avait aussi des ressources pour les petits budgets et puis aussi des documentations qui sont gratuites pour aider à avoir des meilleures pratiques. Donc déjà ça, potentiellement utiliser ces ressources-là qui sont disponibles sur Internet, c'est déjà un bon début. Et puis après, il y a des moyens aussi, des entreprises qui proposent des budgets différents en fonction de la taille de l'entreprise. Tout à fait, c'était très important. Puis c'est très utile les choses que tu partages régulièrement, notamment pour derrière les gens qui nous écoutent, de te suivre justement pour bénéficier des partages réguliers que tu fais, autant au niveau PME, mais de façon plus générale aussi également, pour tout ce qui est tes intrusions et sécurité en général. C'était des partages très, très utiles. On va basculer sur les types d'accompagnement qui peut être disponible pour les entreprises et incidemment pour les PME, pour les amener justement à cheminer dans ce chemin-là. Oui, il y a différents types d'experts. Et puis ils ont tous des rôles différents, mais ils sont complémentaires quand il s'agit d'accompagner une entreprise, parce qu'ils vont contribuer à tout ce qui est renforcer la posture de sécurité, puis ils vont identifier les faiblesses, ils vont proposer des solutions, ils vont aussi tester la résistance aux attaques, et puis évidemment ils vont aider à maintenir la conformité aux réglementations. Et donc cette collaboration avec des experts, ça va permettre d'avoir une approche globale cyber pour se protéger efficacement. Et puis aussi d'avoir une approche proactive. Donc, par exemple, il va y avoir les consultants en informatique. Ces personnes-là vont, par exemple, analyser les besoins, ils vont identifier des besoins spécifiques en termes de cybersécurité et ils vont effectuer des évaluations sur la situation actuelle et aussi voir aussi tout ce qui est en termes d'objectifs commerciaux. Et à partir de ça, ils vont pouvoir fournir des recommandations stratégiques pour améliorer la sécurité et puis ils vont proposer des politiques de sécurité, ils vont proposer des protocoles de gestion de risque et des plans d'action aussi. Et puis ils peuvent aussi faire un rôle de sensibilisation des employés pour tout ce qui est menaces cyber et puis les former aussi aux meilleures pratiques. Ensuite, on va trouver les architectes de sécurité. Et donc eux, ils vont planifier, ils vont concevoir l'architecture de sécurité d'une entreprise, donc tout ce qui est aussi réseau, tout ce qui est pare-feu, tout ce qui est système d'authentification, et tout ce qui est aussi mécanisme de chiffrement. Et donc, ils vont aussi intégrer, ils vont sélectionner et puis ils vont intégrer des solutions de sécurité technologique. Donc, il va y avoir aussi des logiciels d'antivirus, des pare-feux ou même des systèmes de détection des intrusions qui sont des outils qui sont vraiment utilisés de plus en plus, qui sont beaucoup utilisés en fait aujourd'hui dans les entreprises. Et il va y avoir aussi les auditeurs de sécurité, donc il n'y a pas à confondre avec des pentesters parce que les auditeurs de sécurité, dans le fond, ils vont faire des évaluations approfondies de la sécurité et ils vont vérifier la conformité au niveau des politiques et des réglementations en vigueur. Ils vont identifier des vulnérabilités dans les systèmes et dans les processus et les politiques de sécurité, ils vont recommander des mesures correctives. Là où c'est différent d'un pentester, c'est parce que le pentester, lui, va simuler des attaques. Donc, ils vont effectuer des simulations d'attaques éthiques et ils vont effectuer des simulations d'attaques que feraient des cybercriminels, mais eux, ils vont le faire de façon éthique, et ils vont tester la résilience de l'entreprise de cyberattaque. Donc, ils vont essayer de s'introduire dans un système, donc ce serait comme le ferait un cybercriminel, mais ils vont pas causer de dommages. Et donc, à partir de ça, ils vont faire un rapport de vulnérabilité. Ils vont fournir des rapports détaillés donc sur les vulnérabilités qui étaient découvertes et ils vont aider l'entreprise à remédier à ces problèmes-là. Et puis d'ailleurs, en plus des pentesters, il y a certaines entreprises qui vont aller plus loin et qui vont faire des grandes équipes. Ils vont avoir plusieurs profils dans la sécurité offensive, donc par exemple en plus de leurs équipes de blue teamers. Et puis aussi, on voit aussi de plus en plus des entreprises qui tentent d'insérer la cybersécurité au plus tôt dans la conception d'une application, par exemple, parce qu'on va également retrouver tout ce qui est DevSecOps, et ça, c'est une approche de développement logiciel qui va intégrer la sécurité dès les premières étapes du développement. Donc en fait, ça va favoriser la collaboration entre les équipes de développement
les équipes d'exploitation et les équipes de sécurité. Et puis, ça va permettre une plus grande sécurité des applications, mais alors là, encore plus de façon proactive en fin de compte. Oui, c'est très utile ce genre d'intégration-là plus tôt dans le processus. Parce que justement, on règle les problèmes largement en amont. C'est malheureusement pas suffisamment fait. Puis je prends de ton expérience aussi, il y aurait lieu à avoir beaucoup plus d'efforts mis de ce côté-là, justement, de régler les choses plus rapidement. Là, tu es allé dans les différents rôles d'accompagnement. Puis j'aimerais voir ton opinion sur le côté Red Team, Blue Team dans ce côté-là. Tu en as fait une petite référence. C'est pas vraiment du pen tester, c'est un peu plus loin que le pen tester conventionnel, on va dire. C'est quoi son rôle dans l'accompagnement, puis dans le fond, les bénéfices que les entreprises peuvent en tirer? Justement, dans tout ce qui est Red Team, on va retrouver aussi les Red Teamers qui vont se concentrer sur tout ce qui est détection des attaques. Et ça va être aussi intéressant. Et il va y avoir aussi cet aspect collaboratif avec les équipes de Blue Team pour voir où sont les faiblesses au niveau de la détection. Et il peut y avoir aussi des exercices de vigie, c'est-à-dire effectuer des exercices. Donc ça, c'est vraiment quelque chose qui se ferait plus en interne d'une entreprise et donc avec plutôt des grandes entreprises qui auraient une équipe de sécurité en interne, parce que c'est des choses qui sont plus faciles à déployer en termes d'abord pour des grandes entreprises et aussi pour tout ce qui est au niveau légal pour tout ce qui est interne. Donc oui, on va retrouver les Red Teamers qui vont effectivement se concentrer sur la détection et puis les vigies qui vont effectuer des exercices de façon... ils vont avoir un objectif et ils vont essayer de l'atteindre. Et puis il va y avoir aussi tout ce qui est modélisation de menaces qui est très intéressant. On en avait parlé un petit peu la dernière fois. Et eux, dans le fond, ils vont évaluer un système ou une application et voir tout ce qui pourrait potentiellement présenter une menace et essayer d'identifier toutes ces menaces. Et ça va permettre, par exemple, d'améliorer sa posture de sécurité ou même d'aider les pentesters dans leur compréhension de tout ce qui est de tout le système en fin de compte, parce que en tant que pentester, on voit plein de systèmes différents et c'est toujours intéressant d'avoir aussi un aspect avec une collaboration en gros avec des modélisateurs de menaces, des personnes qui vont modéliser la menace. Je ne sais pas si ça se dit modélisateur de menaces, mais ouais, et qui vont dans le fond nous permettre d'avoir aussi une autre vision. Moi, je trouve que c'est toujours très intéressant en plus d'avoir plusieurs visions d'une même cible ou d'un même système, parce que c'est toujours comme ça qu'on a aussi d'autres idées de tests auxquels on n'aurait peut-être pas forcément pensé et qui peuvent être intéressants et pertinents à faire en fin de compte. Absolument. Ensuite, il y a une méthodologie qu'on peut utiliser justement qui va encadrer la façon de faire, qui va nous aider, qui va nous guider pour avoir des résultats plus intéressants. Je vais te laisser justement aborder qu'est-ce que tu suggères comme type de méthodologie d'accompagnement. Oui, d'abord ça va se faire en plusieurs étapes parce qu'on ne va pas tout de suite évaluer les besoins. D'abord, on va identifier les parties prenantes au sein de l'entreprise, donc tous ceux qui sont en fin de compte responsables informatiques, les responsables de la sécurité, les dirigeants, puis les autres parties impliquées dans la gestion de la cybersécurité. Et puis ensuite, on va tenter de comprendre en fin de compte l'environnement informatique de l'entreprise, donc tout ce qui est architecture réseau, tout ce qui est système, tout ce qui est application, et puis aussi on va tenter d'identifier toutes les données sensibles qui sont traitées. Et c'est à cette étape d'ailleurs qu'on va être amené à faire ce qu'on appelle une cartographie des actifs. Et donc c'est vraiment, ça va nous permettre d'avoir une visualisation de l'entreprise en fait, mais sous forme de cartographie et d'avoir tout ce qui est données sensibles et systèmes dessus. Et à partir de là, on va pouvoir passer à tout ce qui est analyse des menaces. Et donc aussi pendant cette étape, les experts ils vont regarder aussi les besoins en termes de conformité. Et puis après, il va y avoir une identification des besoins spécifiques de l'entreprise, donc par exemple au niveau de la protection des données clients. Et donc ce sera d'ailleurs le moment d'analyser
la sécurité qui est déjà existante et puis de déterminer s'il faut l'ajuster et puis comment on l'ajuste. Et donc, après tout ça, on va pouvoir définir des objectifs qui vont permettre de guider et de planifier la mise en œuvre de mesures de sécurité. Donc, on va obtenir un plan d'action qui va identifier des étapes comme des recommandations technologiques. Ça peut être aussi des formations, ça peut être des politiques de sécurité. Et donc, chaque étape, en général, devrait avoir aussi des deadlines pour que tout se fasse vraiment progressivement et effectivement. Mais c'est vrai que la formation et la sensibilisation, c'est aussi un point important. Et c'est vraiment intéressant, mais c'est pas toujours évident à mettre en œuvre. Je pense par exemple à la sensibilisation. C'est pas toujours évident de présenter ça de façon engageante, et pourtant c'est essentiel parce qu'on entend souvent que l'humain c'est le maillon faible. Mais donc cette partie spécifiquement, ça peut prendre plusieurs formes. Donc il y a par exemple sensibiliser les employés aux menaces comme les attaques de phishing, aussi les logiciels malveillants ou les ransomware. Donc on va essayer de les aider à reconnaître les signes d'une menace potentielle. Donc ça peut être fait de façon aussi amusante en fait. Par exemple, après ça devient vraiment un challenge quand on reçoit des faux emails de phishing pour essayer de les reconnaître et de voir. Moi je trouve que ça c'est vraiment intéressant et c'est vraiment engageant comme technique. Mais aussi on peut simplement les introduire à tout ce qui est concept de base en cybersécurité, donc tout ce qui est bonne pratique, c'est-à-dire utiliser des mots de passeport, faire des mises à jour régulières par exemple. Puis parfois il va même y avoir des exercices pratiques, et donc ça va souvent être interactif avec des mises en situation, un petit peu sous la forme de serious game en fait. Et puis, en fait, une fois qu'il y a des solutions de sécurité qui seront mises en place, il va falloir aussi maintenir ces mesures de protection à jour et puis surveiller les systèmes pour détecter toutes les activités qui pourraient potentiellement être suspectes. Et donc, là maintenant, ça va consister à s'assurer que les mesures de sécurité sont régulièrement mises à jour et adaptées aux nouvelles menaces et aux vulnérabilités qui émergent quotidiennement, mais aussi aux changements qui pourraient potentiellement se faire au niveau des logiciels et au niveau du système. Donc ça va comprendre la mise à jour des logiciels et des systèmes d'exploitation avec les derniers correctifs de sécurité, la mise en place de mesures sécurité supplémentaires au fur et à mesure qu'il y a des nouvelles méthodes d'attaque qui sont découvertes, et puis une maintenance proactive pour minimiser les risques potentiels. Et puis aussi la surveillance continue, ce que ça va impliquer, c'est que on va vouloir détecter vraiment les activités suspectes ou malveillantes. Et donc ça peut se faire à l'aide de logiciels de détection d'intrusion. On peut aussi vérifier des logs. On peut vérifier aussi tout ce qui est... On a des systèmes de détection d'anomalies. Et donc là, ça va permettre d'identifier rapidement toute tentative d'intrusion et tout comportement anormal pour pouvoir vraiment réagir rapidement et puis atténuer les risques avant que ça cause vraiment des dommages importants. Donc, et puis après, il faut comme je le mentionnais tout à l'heure, suivre les tendances et les évolutions du domaine pour pouvoir rester à jour sur tout ce qui est menace, parce que c'est quelque chose qui change tout le temps et qui évolue tout le temps en fin de compte. Oui, absolument. C'est très dynamique comme environnement. Ce qui était vrai il y a 2 ans n'est plus vrai maintenant. Puis d'ailleurs, de mon expérience, c'est un des aspects les plus difficiles à faire comprendre aux gens. Qu'ils disent, oui, mais il y a 2 ans, c'était correct. Oui, mais les choses ont changé, les technologies ont changé, la menace a changé. Tout a changé depuis. Donc, faut suivre cette tendance-là. Puis moi, je vois beaucoup de pushback à devoir faire cette évolution-là ou cette continuité-là, parce que ça demande un effort particulier. Puis il y a bien des gens qui vivent sur des vieux systèmes qui ont été développés il y a 30 ans. Ils disent, ouais, mais c'était correct il y a 30 ans. Oui, mais les choses ont beaucoup changé en 30 ans. Puis même depuis les 2 dernières années, ça a énormément changé. On va faire un petit focus sur les PME, un petit chose, on en a parlé un peu en introduction. Ça a des particularités parce que les PME sont plus petites, ont autant de besoins, sont autant vulnérables que les autres. D'ailleurs, les malveillants le savent, qu'ils sont moins bien préparés, puis ont moins de moyens, moins de capacités. Comment on peut adapter les moyens peut-être qu'on voit en grande entreprise, justement pour les faire descendre en PME, pour les ramener à un niveau adéquat? Il va y avoir des entreprises qui vont adapter leur prix, comme je mentionnais tout à l'heure, au niveau, en fonction de la taille d'une entreprise. Il va y avoir aussi
des réglementations, enfin pas des réglementations, mais des frameworks qui sont proposés, qui sont justement d'ailleurs parmi les liens que j'ai partagés, que je mentionnais tout à l'heure. Et ça, c'est vraiment très intéressant pour mettre en place tout un système, toutes les mesures de sécurité. Ça donne comme une sorte de méthodologie et puis de pas à pas qu'on peut appliquer assez facilement, entre guillemets. Et puis, elles peuvent prendre plusieurs mesures aussi. Donc, elles peuvent d'abord évaluer leurs risques et donc vérifier aussi les besoins qu'elles auraient en termes de cybersécurité en fonction des activités, en fonction des données, et puis des vulnérabilités potentielles. Ce qui peut être intéressant, c'est de sensibiliser et former ses employés, mais et donc de faire régulièrement des sessions de formation et de sensibilisation. Ça prend pas forcément des grosses équipes de sensibilisation. Ça peut être fait par une personne, mais c'est pas forcément un gros budget. Ça peut être réduit aussi. Et puis après, mettre en œuvre des politiques de sécurité solides. Donc, mettre, par exemple, simplement des politiques de gestion de mots de passe, des politiques d'accès aux données sensibles, et puis aussi tout ce qui est sécurité des appareils mobiles. Après, il y a des solutions de sécurité qui sont adaptées à la taille et aux besoins des PME. Donc, ça peut inclure, par exemple, des logiciels antivirus, des pare-feux, des systèmes de détection, des solutions de sauvegarde et de récupération. Il y a beaucoup d'entreprises aussi qui proposent qui proposent ces solutions-là, ces logiciels-là en fonction de la taille aussi des entreprises. Ce ne sera pas les mêmes forfaits. Et puis, s'assurer que tous les logiciels sont bien à jour, que tous les derniers correctifs de sécurité. En fait, avoir une sorte de veille pour vérifier. Il y a les CERT, par exemple le CERT-US ou les systèmes de veille aussi des gouvernements qui permettent de savoir les dernières menaces qui sont présentes. Et puis aussi préparer des plans d'intervention en cas d'incident de sécurité. S'assurer que, par exemple, les gens qui travaillent avec nous soient au courant de comment on fait pour signaler un incident et puis comment on réagit en cas de problème. Et ça aussi, on peut trouver sur Internet des ressources pour avoir des exemples de comment on peut réagir en cas de problème et comment gérer les incidents. Et puis, mettre en place aussi des mesures pour protéger les données sensibles. Donc, ça peut être tout ce qui est chiffrement, tout ce qui est sauvegarde régulière, et puis des procédures de récupération en cas de perte. Et puis, s'assurer aussi que on est conforme aux réglementations qui s'appliquent à notre secteur en particulier. Donc ça peut prendre un audit et des rapports de conformité. Et puis aussi faire un plan de continuité en cas d'un incident cyber et donc s'assurer que l'entreprise peut continuer à fonctionner en cas de perturbation majeure. Et puis si jamais il n'y a pas des compétences qui sont disponibles à l'interne pour tout ce qui est audit de sécurité et pen test, et à ce moment-là penser à faire appel à un expert. Et puis essayer de mettre en place de tout ce qui est approche DevSecOps, parce que ça va garantir quand même plus de sécurité par rapport à des pratiques de développement plus classiques, on va dire. Et puis aussi réévaluer régulièrement la posture de sécurité. Ça, c'est vraiment la clé, parce que c'est là qu'on va pouvoir prendre en compte les nouvelles menaces, qu'on va pouvoir prendre en compte tout ce qui est aussi évolution technologique. Et puis souvent, on va être amené aussi à changer des systèmes ou des choses comme ça. Et donc, c'est toujours important aussi de réévaluer les systèmes qu'on vient de changer. Et puis voilà, rester informé, communiquer entre la direction et les employés, et puis toutes les mesures qui peuvent être mises en place pour les protéger. Oui, je vais rebondir sur deux aspects que tu as mentionnés. Il y a de plus en plus de services, solutions, compagnies qui offrent justement des approches de sécurité autogérées ou qui offrent gérer justement pour les PME, les aider à
affronter la menace cyber sans avoir nécessairement les ressources ou les compétences à l'interne. Donc, ça devient de plus en plus présent, ce type de choses-là. Fait qu'on commence à avoir une offre intéressante de ce côté-là, puis justement, d'inviter les PME à aller fouiller de ce côté-là, de se faire fouiller justement pour ça existe de trouver ce genre de choses. Il y a des forums dans lesquels les informations sont disponibles. Fait que c'est très intéressant. J'ai aimé que tu fasses ça. Puis le lien réglementaire, loi 25, Institut pour le Québec ou RGPD en Europe, nous oblige à un certain nombre d'exercices. Au Québec, il y a des subventions qui sont disponibles, en tout cas des subventions pour d'accompagnement qui sont disponibles justement pour aider les PME à progresser là-dedans. Fait que si on veut vraiment faire le focus sur ce bout-là, justement qui aide à la mise en conformité. Donc, de toujours être présent, être conscient de son environnement aussi, je rajouterais sur ce que tu as mentionné, ce qui est très intéressant. Et puis là, c'est fun parce que ça fait une bascule intéressante parce que la surveillance continue et l'importance du pen test, puis là, au-delà de la PME au sens global pour tout le monde. Ce que j'ai vu dans les dernières années, puis je trouve ça très intéressant, c'est que le pen test est devenu une étape obligatoire maintenant dans la plupart des grandes entreprises, au gouvernement aussi de plus en plus. Puis j'espère un jour dans les PME également, une étape avant la mise en production, donc une étape de vérification finale avant de s'assurer que tout est conforme. Fait que j'aimerais ça, puis c'est un peu plus son domaine aussi d'ailleurs, justement que tu en parles un peu, qu'est-ce que ça sert, puis comment en bénéficier de cet exercice-là pour augmenter notre posture de sécurité. Oui, bah, tout à fait. Bah, en fait, un pentester, il va simuler des attaques et donc il va utiliser les attaques que fait un cybercriminel et donc ça va lui permettre d'évaluer la sécurité et de relever des vulnérabilités sur la cible. Et ça va permettre d'identifier les faiblesses avant qu'un vrai cybercriminel le fasse, en fait. Donc ici, la notion essentielle, c'est de se mettre à la place d'un cybercriminel parce que ça va être vraiment trouver ça avant les cybercriminels. Et donc d'abord, ce qu'on va faire, c'est qu'on va définir le scope. Mais et donc il faut prendre le temps là d'établir une liste complète de tous ces équipements informatiques, d'étudier comment tout est connecté pour trouver des endroits où ce serait potentiellement le plus sensible et où ce serait le plus exposé aux cybercriminels. Et donc là, ça va être vraiment important de bien comprendre les buts qu'on veut atteindre. Donc on va essayer de classer ces zones en fonction de leur criticité. On peut choisir aussi celles qui seraient à privilégier. Et puis là, on va pouvoir commencer à organiser un pentest. Un pentest, ça peut avoir aussi certaines limites dans le sens où, comme on va choisir les éléments à tester, la portée, elle va être limitée par définition parce que c'est impossible de tester chaque composante du réseau ou de l'infrastructure en une seule fois. Donc c'est pour ça que c'est intéressant de classer en fonction de la criticité. Comme ça, on va pouvoir vraiment privilégier du plus important au moins important. Et donc, et puis en plus, ce qu'il y a aussi, c'est que les pentests sont effectués à un moment donné, donc ils ne vont pas garantir qu'il y a des vulnérabilités qui ne se développeront pas ultérieurement ou qu'il ne va pas y avoir de nouvelles vulnérabilités après les tests. Mais c'est pour ça qu'il faut régulièrement réévaluer les besoins et maintenir à jour la liste des équipements. Et aussi, quoi d'autre? Oui, c'est que ça ne peut pas garantir à 100% que toutes les vulnérabilités sont trouvées. Et donc, on ne va pas se focaliser... Et puis aussi, ce qu'il y a, c'est qu'on ne va pas se focaliser non plus sur la capacité de détection. Là, on va vraiment se focaliser sur trouver un maximum de vulnérabilités. Donc, ce qui pourrait être intéressant, c'est ce que je mentionnais tout à l'heure, ce serait d'organiser en plus des exercices de red team, dont là, ce sera le but de vérifier la capacité de détection. Et donc, en fait, avant de commencer un pentest, on a plusieurs étapes qui sont importante. Et la toute première, c'est vraiment de prendre le temps d'encadrer légalement tout le processus et de définir le périmètre avec des règles d'engagement, de signer tout ce qui est contrat de confidentialité. Donc après que toute la partie légale va être effectuée, on va pouvoir passer à la phase de reconnaissance. Donc on va chercher des informations sur l'application et sur la compagnie si c'est nécessaire. Ça va dépendre de la méthodologie qu'on utilise. L'idée, ça va être de trouver un maximum d'informations sur la cible, et donc ce sera vraiment plus ou moins long parce qu'il y a des méthodologies où on va se placer vraiment à la place d'un cybercriminel qui aura que les connaissances qui seront disponibles publiquement. Donc là, c'est ce qu'on appelle des tests en boîte noire. Et il y a aussi les tests en boîte grise ou en boîte blanche. Et par exemple, en boîte blanche, ce sera quand on va avoir un maximum de documentation, y compris les documentations de l'interne qui sont en possession seulement des personnes à l'intérieur de l'entreprise. Et donc là, ce sera une autre méthodologie. Et
Mais donc pour avoir un maximum d'informations sur la cible, si on passe sur tout ce qui est, si on fait une méthodologie en boîte noire, par exemple pour une application web, on peut observer les entêtes de réponse du serveur et donc là ça va nous donner des informations sur la cible. En fait, il y a plusieurs manières et il y a plusieurs outils, mais ça c'est bon, enfin c'est juste un exemple. Après, il va y avoir la phase de planification des attaques. Et donc là, toute cette phase, ça va nous permettre tout le travail qu'on a fait au préalable de collecte d'informations, ça va nous permettre de planifier certaines attaques qui seront spécifiques à la technologie en fin de compte. Et donc pour être sûr de tout couvrir aussi en termes d'attaque, ce que j'aime bien faire, c'est d'utiliser une checklist. Et justement, j'en ai fait une récemment sur mon blog pour les applications web et les API. Je l'ai faite en utilisant un guide de l'OWASP qui est très très complet sur toutes les méthodologies d'attaque qu'on peut faire. Et donc, et puis après, il va y avoir tout ce qui est rapport de pentest. Donc, on va avoir dans un rapport de pentest, on va avoir en fin de compte toute la partie exécutive. Et donc, c'est cette partie qui va permettre d'expliquer aux exécutifs d'une entreprise ou aux exécutifs d'un projet spécifique comment les attaques et la combinaison de ces attaques peuvent avoir un impact sur l'entreprise et sur les clients. Et ensuite, on va faire une partie détaillée où là, alors autant dans la partie exécutive, on ne rentre pas dans les détails techniques parce qu'il faut vraiment montrer l'impact des différentes attaques et de leur combinaison. Mais autant là, dans la partie détaillée, on va vraiment expliquer chaque vulnérabilité. On va détailler exactement comment on a trouvé la vulnérabilité et comment on l'a exploitée et comment reproduire. L'idée, ce serait que la personne qui lise le rapport soit capable de reproduire l'exploitation. Et puis donc oui, les vulnérabilités, elles vont être classées de la sévérité la plus élevée à la plus basse, sachant que il y a un processus spécifique si on trouve quelque chose de critique, dans le sens où on va prévenir tout de suite les contacts techniques pour qu'ils puissent immédiatement apporter les correctifs. Et puis pour chaque vulnérabilité, dans cette partie, on va proposer un correctif et on va également mettre des références pour aider l'équipe technique à obtenir plus de détails sur une vulnérabilité spécifique. C'est toujours intéressant, moi je trouve, d'avoir des ressources ou des sons de cloche de différents standards et de différentes ressources pour avoir une meilleure compréhension d'une certaine vulnérabilité. Et après, oui, donc dans les grandes entreprises, il y a souvent des équipes aussi de gestion des vulnérabilités. Et donc, ça va être ces personnes qui seront en charge de vérifier que les correctifs sont effectués et qui vont donner aussi des délais pour les corriger. Et donc, les délais vont être déterminés en fonction de la sévérité également. Mais quand le processus est bien respecté et bien mis en place, c'est ça qui va permettre de rester proactif. Et puis après, dans ces équipes, il peut aussi y avoir des personnes qui vont effectuer des retests sur les vulnérabilités trouvées pour être sûr que les correctifs ont bien fonctionné. Donc ça peut être fait par une équipe de gestion de vulnérabilité s'il y en a une, ou sinon des fois ça peut être fait aussi par des pentesters qui auraient déjà fait le même test. Mais bien sûr, l'idée c'est que si une application ou un système est soumis à des changements, une fois ces changements effectués, il faut programmer des pentests pour s'assurer de garder une posture proactive. Et puis d'ailleurs, pour aller plus loin sur le côté proactif, on peut évidemment utiliser tout ce qui est pratique de DevSecOps. Absolument, très intéressant. Puis c'est justement toute l'importance de cette inclusion-là des tests d'intrusion dans toute mise en production et le cycle et tout ce que ça comporte, parce qu'on va relever beaucoup de problèmes. Beaucoup de problèmes. On souhaite qu'il n'y ait pas beaucoup de problèmes à travers ces tests-là, mais en général, ça va mettre en lumière certaines parties où les processus en place, les éléments sont moins forts dans les entreprises, également dans les PME aussi, et de justement l'amener à l'amélioration de ces processus-là quand tu dis du DevSecOps. Justement, c'est ce qui est bien, c'est que le pentest à la fin ne découvre plus rien, et ce qui est souhaitable dans ce cas-ci, dans le fond, on n'a pas besoin de faire de boucle de réitération pour améliorer le code. Et c'est important de revérifier une fois que la correction est faite, parce qu'on peut réintroduire de nouveaux problèmes de sécurité une fois qu'un problème a été réglé. Chose qui n'est pas rare de mon expérience, de réintroduire de nouveaux problèmes ou
de la correction du problème va faire apparaître un problème qui était existant mais qui n'était pas possible à vérifier à travers le pentest selon l'ordre dans lequel les choses sont exécutées. Très intéressant, très utile. Et ça mène aussi à l'autre phase, un peu ce que je mentionne, ça relève des problèmes plus vastes. Généralement, le pentest va ramener une forme de réflexion à l'entreprise si sont capables de le faire. Et justement, on va trouver dans les problèmes plus business ou plus logique d'affaires ou ainsi de suite, qui sont une autre famille de problèmes que le pentest ne règle pas de façon directe, mais souvent va relever les problématiques qui sont associées à ces éléments-là. Fait que je vais te laisser un peu l'aborder parce que c'est très intéressant parce que c'est une conséquence essentiellement des pentests, généralement, qu'on va aborder ces éléments-là. Oui, c'est ça, c'est que dans cette catégorie de vulnérabilité, c'est certains problèmes qui seront sous-jacents et qui vont permettre aux attaquants, en fait c'est quoi? Oui, c'est ça, c'est que ça va permettre aux attaquants de manipuler la logique d'entreprise d'une application. Donc comme elles sont moins techniques, elles peuvent être négligées ou pas être forcément testées ou même imaginées par le testeur, mais elles peuvent avoir des impacts aussi importants que n'importe quel autre type de vulnérabilité. Mais elles seront plus axées sur le détournement de l'utilisation légitime des fonctionnalités, d'une application ou d'un système dans le fond. Mais c'est pour ça que c'est très important pour un pentester de bien comprendre la cible et à quoi elle sert dans l'entreprise. Et c'est d'ailleurs pour ça que c'est intéressant d'effectuer des modélisations de menaces avant un pentest, parce que c'est un processus qui va prendre aussi en compte l'aspect business d'une cible. Et donc aussi, ça peut avoir également un impact financier, ça peut avoir aussi un impact sur la réputation d'une entreprise et ça peut aussi perturber les opérations. Mais par exemple, il peut y avoir des interruptions de service ou des accès à des éléments confidentiels ou voilà, tout ce qui est perturbation opérationnelle. Mais un exemple de vulnérabilité de ce type, c'est par exemple le fait d'assumer qu'un utilisateur va pas essayer d'entrer autre chose dans un champ que son adresse email, par exemple. Donc, si c'est un champ dont le but est de récupérer son courriel et qu'il rentre autre chose, c'est ça. Ça va être vraiment un détournement. Donc, par exemple, pour une application e-commerce, ça pourrait aussi être abuser d'un rabais sur un produit d'une façon ou d'une autre, et par exemple passer d'un rabais de 10% à un rabais de 100% aussi. Ce sera un exemple concret de ce type de vulnérabilité-là. Et puis, évidemment, avec des vulnérabilités comme ça, une entreprise, elle pourrait perdre la confiance de ses partenaires commerciaux aussi et clients. Et puis, d'ailleurs, les partenaires commerciaux pourraient également être touchés par les conséquences de ces vulnérabilités, puisqu'ils pourraient être exposés aussi à des responsabilités légales et à des litiges aussi avec leurs propres clients. Et elles peuvent aussi, ces vulnérabilités, relever des failles dans les procédures internes de l'entreprise. Et donc, ces failles, ça peut être lié à la gestion des processus, aux politiques de sécurité, à la formation du personnel, à la conformité, et puis tout ce qui est d'autres aspects de l'exploitation de l'entreprise. Donc, par exemple, ça peut relever des lacunes, révéler des lacunes dans les processus de gestion des accès, en fin de compte. Donc, et puis aussi, au niveau des employés, ça peut entraîner de la négligence parce qu'il va y avoir un manque de conscience et un manque de connaissance des procédures de sécurité. Donc c'est pour ça aussi que là, tout ce qui est processus de sensibilisation des employés, c'est essentiel. Et donc, ça va être intéressant d'avoir un des aspects de la culture d'entreprise qui va porter sur la sensibilisation à la sécurité, et puis aussi d'avoir une très bonne communication avec ses employés, en fin de compte. Oui, absolument. Puis la culture est un élément très important et le plus difficile à changer d'ailleurs, parce que c'est justement, ça dit, c'est la culture. Mais c'est très important de mettre l'énergie et de relever justement ces problèmes dans la culture. Puis on va la voir. Puis là, c'est un exemple de culture de sécurité au niveau du développement. C'est l'adoption du DevSecOps est un élément qui vient modifier la culture de développement de l'entreprise, justement, pour l'amener dans une zone plus sécuritaire, disons, ou en tout cas des pratiques qui sont un peu plus favorables. Puis j'aime aussi ce que tu as un peu abordé, puis j'ai eu un exemple en tête qui est classique quand tu parlais des champs dans les sites de commerce électronique. C'est un peu plus vieux comme stratégie, c'est un peu mieux maîtrisé maintenant, mais il y a encore des éléments qui sont courants, qu'on voit encore de nos jours. Puis l'exemple que j'avais eu, c'est dans les jeux en ligne, par exemple, mais c'est aussi valide dans d'autres concepts. C'est là aussi la vulnérabilité business. Dans les jeux en ligne,
Les jeux qui se jouent à plusieurs joueurs, tu as un client sur ta machine qui interagit avec un serveur puis qui justement met en œuvre le fait que tu interagis avec d'autres personnes en même temps, en temps réel et ainsi de suite. Et il y a eu un cas documenté de quelqu'un qui avait trouvé comment faire pour tromper le client pour lui donner des super pouvoirs supplémentaires que normalement n'a pas été autorisé. Fait que ces éléments-là, puis là, on arrive dans un contexte de logique. Le web, c'est la même chose. La page web qui nous est affichée, elle n'est pas sous le contrôle du serveur, sous le contrôle du client. Donc, c'est là, en ce cas-ci, on est capable de manipuler la page web pour arriver. Puis là, on arrive dans un contexte, une unité plus business de réflexion, qui n'est pas un élément technique, parce qu'on a juste fait justement sauter les éléments de surveillance technique qui sont côté client. Donc, c'est une approche de développement qu'il faut justement amener. Donc, c'est dans la culture, c'est dans du DevSecOps, c'est tous des éléments comme ça, de modifier comment, puis la modélisation de menaces, justement, permet de repérer facilement ce genre, facilement. Quand tu as un bon modélisateur, il va le repérer rapidement. Il n'y a pas tant de bons modélisateurs comme ça à travers le monde. Là, je dirais, puis je considère loin, très, très loin d'être un bon modélisateur. Là. Je suis juste un néophyte là-dedans. Mais encore là, justement, de ramener ce genre de volet-là. Puis tout le volet analyse de risque aussi qui rattrape une partie de ce qui aurait pu être échappé à travers les différents éléments aussi. Moi, je suis plus maintenant, je suis plus de l'école d'analyse de risque que du pentest. Ma carrière a fait que je suis rendu de l'autre côté, où j'ai un regard un peu différent. Puis c'est un peu comme les derniers points, là, comment les identifier. Puis il y a d'autres facettes. Puis je vais te laisser terminer avec les autres facettes, justement, d'identification de ces problèmes-là business. Oui, mais en fait, pour identifier ces vulnérabilités, il faut régulièrement faire des audits de sécurité, que ce soit interne ou externe. Et puis, il faut avoir aussi une bonne compréhension, si possible excellente compréhension des processus métiers de l'entreprise et aussi une excellente connaissance des opérations. Et donc, c'est pour ça qu'il faut bien analyser tout ce qui est spécification et exigence, et puis aussi scénario d'utilisation de l'application ou du système. Et donc, c'est ça qui va permettre de repérer des lacunes ou des incohérences. Et puis, on peut faire aussi de la revue de code et d'architecture. Et puis, bien sûr, je vais prêcher pour ma paroisse, mais faire des tests d'intrusion régulièrement. Et puis aussi, la cyber, ça ne se limite pas seulement aux aspects techniques. Il va y avoir aussi une sensibilisation et une formation des employés. Et donc, parce qu'un accompagnement en cybersécurité, ça peut aussi aider à sensibiliser les employés aux menaces en ligne, puis les former, et puis pour qu'ils adoptent des pratiques de sécurité appropriées. Donc là, ça va être essentiel d'effectuer des campagnes de sensibilisation ou même de proposer des formations continues en sécurité. Et puis, si les employés, ça va permettre de voir aussi si les employés sont capables de reconnaître et de signaler des risques potentiels. Et ça va vraiment être intéressant pour la maturité d'une entreprise, en fait. Et puis, évidemment, oui, pour rebondir sur le point que tu disais tout à l'heure par rapport à la modélisation de menaces, mais je trouve personnellement que mes pentests sont nettement améliorés depuis que je travaille en collaboration avec des personnes qui modélisent la menace en préalable, et que j'ai la possibilité d'utiliser l'arbre de menace et de voir les risques potentiels que la logique de l'application pourrait présenter en fin de compte. Absolument, ça ajoute beaucoup, beaucoup de valeur aux tests d'intrusion. C'est un multiplicateur pour la valeur des tests d'intrusion. C'est un excellent survol justement pour aider les entreprises à cheminer dans le modèle d'accompagnement qu'ils ont besoin, comment les amener justement à progresser en cyber. Est-ce qu'il y a des éléments qu'on n'a pas couverts que tu aimerais aborder en terminant? Je pense qu'on a fait le tour. Bien, je te remercie énormément de ta générosité. C'est toujours très intéressant ces échanges-là, justement, de pouvoir voir ton regard sur les choses, de ton expérience, et ainsi de suite. Je te remercie énormément. Merci à toi.